Si tu es un ressortissant de l'Ouest Cameroun, tu dois absolument regarder cette vidéo. Les autres, vous pouvez scroller. Il y a 24 heures, j'ai publié une vidéo qui s'intitulait « L'Ouest Cameroun devient un cimetière ». C'est une vidéo qui a entraîné plusieurs réactions, des milliers de commentaires. Et je produis cette deuxième partie de la vidéo en question pour développer davantage ce gros problème que nous rencontrons à l'ouest du Cameroun avec des grosses maisons valant des milliards qui sont abandonnées et nos villages à l'ouest qui sont totalement abandonnés et qui se transforment en des cimetières. Regardez cette photo. Le monsieur que je présente dans cette photo devrait en principe avoir tout un monument à l'ouest du Cameroun. À l'ouest du Cameroun, on devrait faire un monument pour ce monsieur qui nous a quittés. Il s'agit du professeur Lazare Kaptché. C'est un monsieur qui a appliqué de manière exemplaire ce que j'expliquais dans la précédente vidéo. Moi, je fais partie d'une des premières promotions de l'Université des montagnes, abrégée UDM. L'Université des montagnes m'a poussé à quitter Yaoundé pour aller m'installer à l'ouest du Cameroun, plus précisément à Baganté. Je suis arrivé à Baganté, j'ai commencé à chercher des chambres. C'était très difficile d'en trouver, ça fait plus de 10 ans. Et étant donné que le professeur Lazare Kaptché avait donc pensé à ce système qui permettait de pouvoir investir au-delà des grosses maisons à l'ouest du Cameroun, ils ont décidé de mettre en place une association qui s'appelle l'AED, l'Association pour l'éducation et le développement, qui a donc été initiatrice de l'Université des montagnes, qui a été installée à Baganté. C'est ainsi que je me retrouve donc à Baganté. Lorsque je me retrouve à Baganté pour aller faire des études de médecine, la médecine c'est 7 ans, donc je vais passer 7 ans à Baganté. Pour vivre à Baganté, j'ai besoin d'une chambre, donc je commence à chercher des chambres. Au départ, c'était très difficile, comme je le disais antérieurement, mais après quelques années, étant donné qu'il y avait de plus en plus d'étudiants à l'Université des montagnes, les gens investissaient de plus en plus, construisaient des cités. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, si vous arrivez à Baganté, vous avez l'impression qu'il s'agit d'une petite ville. J'avais ma chambre. J'allais à l'école. Je devais manger tous les jours. J'allais au Carrefour, beaucoup de bars, pour acheter de quoi manger. Je devais me vêtir, donc il fallait que j'aille au marché tous les samedis pour acheter ce que je vais porter ou alors ce que je vais manger pour faire le marché de la semaine. L'Université des montagnes a contribué à enrichir Baganté de manière exponentielle. Une seule université. Ensuite, il y a eu le campus de Banékané qui s'est développé par la suite et qui a permis de développer aussi Banékané. Si vous arrivez à Banékané aujourd'hui, vous allez voir quelque chose de phénoménal avec la clinique universitaire des montagnes de CUM, l'Université des montagnes, plusieurs cités qui sont en train de s'installer, des étudiants qui arrivent de plusieurs pays, parce que dans ma promotion, il y avait des étudiants qui venaient du Gabon, il y avait des étudiants qui venaient du Congo, il y avait des étudiants qui venaient de la Côte d'Ivoire, il y avait des étudiants qui venaient du Mali. Nous tous, on venait à Baganté. Pas pour visiter vos maisons qui valent des milliards abandonnées, mais parce qu'il y a des entrepreneurs de l'Ouest Cameroun qui ont décidé de se mettre ensemble autour d'une association qui s'appelle l'AED pour créer une université qui s'appelle l'Université des montagnes, qui a permis de développer de manière exponentielle un village qui s'appelle Baganté, qui s'appelle Banékané. Ça, c'est juste un seul exemple. Il y a plusieurs autres entrepreneurs de l'Ouest Cameroun qui ont eu à faire la même expérience dans plusieurs autres villes et villages. À Bandjoun, c'est pareil. À Bafoussam, c'est pareil. C'est de ça que je parlais dans la vidéo en question. Mais ça, c'est juste dans le domaine du système éducatif.
Mais dans la vidéo, je demandais d'aller beaucoup plus loin. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est lequel? Nous sommes formés en médecine, mais nous voulons travailler. Est-ce qu'il y a des hôpitaux à l'Ouest? Il faudrait qu'il y ait d'autres entrepreneurs qui, au-delà de leur maison qui valent des milliards, puissent construire aussi des hôpitaux à l'Ouest. Puissent mettre aussi en place des unités de production. Pourquoi pas de médicaments traditionnels à l'Ouest? Pourquoi pas mettre en place des unités de transformation de produits qu'on cultive à l'Ouest? On pourrait faire une cartographie de tous les villages de l'Ouest pour analyser les sols, ce qui est même déjà fait, pour déterminer en fonction de chaque village quelles sont les spéculations qui pourraient être beaucoup plus aptes à pousser dans ce village et faire en sorte que chaque village devienne expert dans la production d'un certain type de spéculation. On pourrait dire que ce village va se spécialiser dans le maïs, l'autre va se spécialiser dans le haricot, l'autre va se spécialiser par exemple dans la canne à sucre, ainsi de suite. Et dans chacun de ces villages, on développe toute la chaîne de valeur. Il y a les agriculteurs qui se concentrent sur le secteur primaire. Il y a des petites unités de production qui se concentrent sur le secteur secondaire, qui est dans la transformation de cette matière première et qui permet donc de pouvoir mettre sur le marché des produits manufacturés qu'on pourra vendre dans ces villages. Made in Baganté, made in Bafoussam, made in Fotuni, made in Bandjoun, ainsi de suite. Et il y a maintenant une troisième chaîne de valeur qui est donc dans le secteur tertiaire, qui va faire dans la distribution de ces produits, l'exportation de ces produits pour générer des devises, pour entraîner de la richesse. Ainsi, ces écoles vont être utiles de manière complète. Ça veut dire, une fois que tu finis à l'IUT de Bandjoun, par exemple, directement, tu peux être recruté dans une unité de production directement à l'Ouest, où tu travailles dans une usine, tu travailles dans une plantation, tu travailles dans une entreprise qui fait dans la distribution, tu travailles dans une entreprise qui est directement installée sur place. Et ça permet donc que la ressource qui est formée puisse être directement exploitée à l'Ouest. Les gens vont quitter des États-Unis pour venir fréquenter à l'Ouest. Ça va développer aussi le patrimoine culturel et touristique. Parce que les grosses maisons sont là, oui, ça peut permettre de développer le patrimoine touristique. Les écoles sont là, ça va permettre que l'exode rural soit diminué parce que les gens ne vont plus quitter du village pour aller en ville. Ils auront directement tout au village. On aura maintenant un système qui prend aussi en considération les spécificités culturelles du village. Donc le village ne va pas se développer comme la ville. On ne va plus construire au village comme en ville. On va prendre en considération les matériaux de construction traditionnels en y ajoutant des touches modernes, bien évidemment, pour que même dans la façon de construire, on puisse préserver notre culture et nos traditions dans nos écoles, dans nos maisons, dans nos entreprises. Et pas forcément les grandes entreprises, parce que dans ma vidéo, j'ai vu beaucoup de personnes dire les grandes entreprises, vraiment, est-ce qu'il y a la rentabilité là-bas? Il ne s'agit pas de faire des grandes entreprises, il s'agit de faire des petites unités. Plusieurs petites unités permettent d'être beaucoup plus efficaces et de conserver une certaine productivité et surtout une certaine identité. C'est de ça dont il s'agit. Il y a plusieurs autres personnes qui disaient en commentaire, mais est-ce que le chef peut nous imposer de faire cela? Oui, le chef peut le faire. Pas imposer de manière dictatoriale, mais rencontrer les élites de chaque village, leur présenter les problématiques du village, leur faire comprendre que le village est en train de devenir un cimetière avec des grosses maisons. C'est très bien. Maintenant, ces maisons ne sont pas utilisées. Ces maisons sont abandonnées. Le village... Les gens disaient non, on vient au village le week-end. Il ne s'agit pas de venir au village le week-end. Il s'agit de s'installer au village, de vivre au village, de développer l'économie du village, de permettre à ce que le village ne soit plus comme un tombeau. Quand vous arrivez dans les villages à l'ouest à 18 h, c'est comme si tout le monde dormait. À 18 h, tout est éteint. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, en 2025, avec la diaspora de l'ouest, avec les puissances économiques qu'on a à l'ouest, comment ça se fait que dans un village de l'Ouest, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de l'eau disponible pour tout le monde? Je sais déjà qu'en commentaire, plusieurs vont venir me dire, ça c'est le travail de l'État, ça c'est le travail du gouvernement. Mais attends, l'État c'est d'abord nous. Donc nous allons mourir de soif parce que l'État n'est pas encore venu. Nous allons mourir de faim parce que l'État n'est pas encore venu nous donner de la nourriture. Avec toutes nos associations, toutes nos tontines,
tous les projets que nous sommes en train de développer dans nos villages, avec nos propres communautés, nous avons attendu l'État pour le faire. Moi, si je prends l'exemple de mon village Fotoni, il y a plusieurs projets à Fotoni qui ont été développés sans la contribution de l'État. Les élites parfois se réunissent, décident de cotiser pour mettre sur pied un projet. Après, l'État vient juste accompagner. J'ai pris l'exemple de l'Université des montagnes. Est-ce que c'est l'État? C'est une association des élites de l'Ouest qui décide de se mettre ensemble et de créer une université. Après, l'État vient accompagner. L'État peut venir subventionner, mais ce n'est pas l'État qui forcément doit venir avant. Moi, je prends toujours l'exemple avec Baganté. On a eu un maire à Baganté lorsque j'étais étudiant en médecine qui s'appelait Ketcha Koutes, qui aujourd'hui est ministre, qui a permis à ce qu'à Baganté, on puisse goudronner des routes sans forcément l'intervention de l'État. Parfois des partenariats publics-privés. Parfois même des contributions de certaines organisations et même de certaines élites. Et je tiens à le préciser, il n'existe aucune loi qui empêche que nous puissions nous-mêmes construire des routes. Ça n'existe pas une loi pareille. Nous pouvons construire nos routes nous-mêmes. Parfois, le problème est lié au leadership politique. On se dit qu'une élite qui vient construire une route pourrait utiliser ces arguments-là sur le plan politique afin de pouvoir dire « votez-moi parce que je vous ai donné la route ». Mais on peut travailler en collaboration avec les mairies pour contribuer nous-mêmes à construire nos routes. On peut utiliser nos lobbying pour pouvoir le faire. On peut travailler en collaboration avec les collectivités territoriales décentralisées pour pouvoir apporter dans nos villages un certain développement en y apportant nos propres contributions financières au lieu de seulement venir avec des maisons. Les maisons, c'est très bien. Je ne suis pas contre les maisons des gens. Parce que certains disaient en commentaire, vraiment, construis aussi ta maison. Pourquoi toi-même tu ne construis pas? Tu viens t'attaquer aux maisons des gens. Il ne s'agit pas de s'attaquer aux maisons des gens. Je comprends l'importance de construire à l'ouest. J'ai déjà produit plusieurs vidéos dans lesquelles j'explique cela. J'appelle ça l'industrie des obsèques. J'appelle ça le développement du patrimoine culturel. Ça, c'est bien. Mais ça ne doit pas s'arrêter à cela. Parce que nos villages sont déserts. Nous avons les ressources économiques, les ressources matérielles, les ressources intellectuelles, les ressources culturelles, les ressources spirituelles. Nous avons une diaspora puissante. Mais comment ça se fait que dans nos villages, il n'y a pas de lumière? Comment ça se fait que dans nos villages, il n'y a pas de petites unités de production? Comment ça se fait que dans nos villages, on soit encore en train de cultiver avec la houe, avec la machette? Mais attends, comment ça se fait qu'on puisse avoir autant de ressources et ça ne se matérialise pas dans nos villages? Ça n'a aucun sens. Et c'est de ça dont je parle dans cette vidéo. Donc je m'intéresse ici à cette problématique du développement local de nos villages, pas nous-mêmes d'abord. Certains disaient non, s'il y avait les routes, on devait facilement le faire. Mais qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir mettre en place le lobbying pour avoir nos routes? Qu'est-ce qui nous empêche de nous mettre ensemble pour faire en sorte que les routes arrivent dans nos villages? Je tiens à vous préciser que pour qu'on puisse mettre les routes, il y a une question de lobbying aussi qui intervient. Parce qu'il n'y a pas assez de ressources pour mettre les routes partout. Donc du coup, vous devez vous imaginer qu'il y a des priorités. Ça veut dire que si vous avez 100 000 francs et vous avez des projets d'1 million, mais vous devez quand même utiliser les 100 000. Il y a des priorités, n'est-ce pas, que vous allez mettre en place. Ces priorités-là se décident parfois sur la base d'un certain lobbying. Nous pouvons nous mettre ensemble pour pouvoir imposer un certain lobbying et contribuer aussi financièrement pour accompagner les collectivités territoriales décentralisées à mettre à notre disposition des routes, à désenclaver nos zones de production pour que les productions du village puissent permettre de pouvoir servir nos unités de production qui sont au village, à développer le made in nos villages. C'est de ça dont il s'agit. C'est ce que nous sommes aussi en train de faire avec nos différentes marques. Comme Joka, on est en train de vouloir mettre en place une unité de production directement dans un village de l'Ouest pour prendre la matière première à l'Ouest directement, la transformer localement en utilisant les ressources qui sont formées dans les écoles techniques localement, produire d'une made in Fotoni, made in Banja, made in Banjul pour pouvoir permettre à ces produits manufacturés d'être exportés, toujours grâce à la diaspora de l'Ouest, pour que ce soit vendu au Canada, aux États-Unis. Il faudrait que des Américains entrent dans un supermarché aux États-Unis et trouvent un produit made in Banja vendu aux États-Unis à Walmart, grâce à la puissance de la diaspora de l'Ouest du Cameroun. C'est de ça dont je parle dans la vidéo. Parce que ça développe aussi le soft power d'un pays. Dernièrement, j'ai vu la All Bamileke Convention. C'est une très belle initiative. Mais ce serait encore parfait si vous organisez un événement comme celui-là. Et pendant l'événement, vous êtes en train de manger des produits produits au village. Vous êtes en train de porter des tenues qui sont cousues dans une unité de production qui est dans nos villages. Parce que ça permet de développer toute une chaîne qui permet d'enrichir nos villages.
C'est déjà bien de développer sur le plan culturel avec des initiatives comme Je suis Bamileke, des pages comme celle-là que je félicite particulièrement, parce que sur le plan culturel, ça nous permet de pouvoir rester connectés, mais sur le plan économique, on ne doit pas seulement se développer de manière individuelle. Oui, c'est bien beau de dire tel a une grosse maison au village, tel a un château au village, c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais pour les jeunes du village ? Qu'est-ce que tu fais pour les jeunes de ton village qui ne savent pas où fréquenter, qui ne savent pas où travailler? Ce n'est pas juste une question de donner de temps en temps des bourses, non. C'est de pouvoir faire quelque chose de durable. Aujourd'hui, l'Université des Montagnes est une référence mondiale. Il y a des étudiants de l'Université des Montagnes qui aujourd'hui sont médecins aux États-Unis, sont médecins au Canada, parce qu'il y a des jeunes, parce qu'il y a des professeurs, parce qu'il y a des investisseurs, parce qu'il y a des ressortissants de l'Ouest qui ont décidé de se mettre ensemble pour développer un projet à l'Ouest qui produit des ressources qui sont exploitées partout à travers le monde. C'est de ça dont je parle dans cette vidéo. Donc j'invite toutes nos autorités à s'y intéresser pour que nos villages ne deviennent plus des cimetières.